L'antisémitisme, la situation en Algérie, évidemment, avec la France qui est en première ligne, et puis la sortie de crise, quelle sortie de crise, et les européennes qui se profilent dans quelques semaines maintenant. C'est avec Julien Drey que nous sommes ce matin, conseiller régional d'Île-de-France du Parti socialiste. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes satisfait des réponses apportées à la flambée d'antisémitisme qu'on a enregistrée l'année dernière et encore en début d'année là par le président de la République au dîner du CRIF? Écoutez, il faut faire toujours très attention avec ces emballements médiatiques, ces gigantesques manifestations sans lendemain d'ailleurs souvent, qui donnent bonne conscience à ceux qui ont organisé les manifestations et qui ne font pas le travail de terrain quotidien ou qui ne nomment pas exactement le mal. Ce qui m'ennuie dans ce qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a, on le sait, en France, un antisémitisme d'extrême droite traditionnel, mais s'ajoute à cet antisémitisme d'extrême droite un nouvel antisémitisme qu'on a appelé le fameux antisionisme, l'antisémitisme, voilà. Et celui-là, quasiment tout le monde s'est détourné de la réalité. On ne l'a pas nommé. Ce qui veut dire qu'après, on ne va pas se donner les moyens de clarifier les choses. Je pense notamment qu'une partie des forces d'extrême gauche que je connais bien et qui, depuis des années, regardent ailleurs, ne combattent pas, laissent faire, devraient aujourd'hui en tirer un certain nombre de conséquences. Et dans le moment d'emballement et d'œcuménisme auquel on a eu une sorte d'antisémitisme généreux, mais on n'aime pas les problèmes, on désigne de lutte contre l'antisémitisme. On n'aime pas bien les problèmes, et j'ai peur que, comme toujours dans ces cas-là, il y ait une flambée de bonne conscience, mais que ceux qui vivent l'antisémitisme aient l'impression qu'on les laisse tomber. Oui, alors on va y revenir à ça. La redéfinition de l'antisémitisme qui intégrerait l'antisionisme, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous trouvez que Je suis sceptique sur la capacité qu'on aura. La résolution, en tous les cas. Je suis sceptique sur la capacité qu'on aura à légiférer en tant que tel. C'est d'abord et avant tout un combat. On ne légifère pas, d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà, on ne légifère pas, mais à essayer d'améliorer les choses. En plus, on est dans un moment assez particulier, puisque je vois bien la confusion qui s'établit. Alors maintenant, heureusement, il y a Wikipédia, donc tout le monde pense qu'il est très fort en allant comprendre ce que c'est que l'antisionisme militant, historique, l'antisionisme actuel. Bon, l'antisionisme, aujourd'hui, il n'a plus aucun fondement. L'État d'Israël existe et personne ne peut contester son existence. Il ne peut pas y avoir un seul pays au monde où on conteste l'existence de cet État parce que c'est un État juif. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut aussi contester tous les États, par exemple, qui se revendiquent de la religion musulmane. Bon, donc c'est pas possible. Voilà. Donc l'antisémitisme n'a pas de fondement aujourd'hui. Ou alors, il est le masque d'une dénonciation antisémite. Alors, vous avez dit que les forces d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, vous comptez la France insoumise là-dedans? Non, je pense que... Moi, je connais Jean-Luc Mélenchon, je ne peux jamais admettre qu'on le traite d'antisémite ou de dire qu'il a, je dirais, collusion avec ça. Mais c'est vrai que, moi j'en ai discuté avec lui, pour être honnête, à plusieurs reprises, notamment au travers du fait qu'il y a un certain nombre de militants de la France insoumise qui travaillent avec le mouvement BDS, qui est le boycott. Voilà, il a, d'après moi, pas assez mené la bataille, y compris dans ses propres rangs, en termes d'éducation sur ces questions-là. Alors, vous dites aussi qu'il y a beaucoup de juifs qui se sentent abandonnés. Il y a la une du Parisien ce matin, mais qui dit... Il y a énormément de juifs qui quittent des quartiers modestes, des banlieues, pour venir habiter dans des endroits qui sont, je dirais, en plus grande sécurité. Vous constatez ça? C'est une réalité? Je le constate, parce que moi je suis un enfant du 93. Et dans le 93, dans les années 70, il y avait de très fortes communautés juives qui étaient là. Beaucoup de rapatriés d'Algérie. Ce qu'on appelait les juifs D'ailleurs, séfarades. les 4000 ont été créés pour ça. Voilà, les juifs séfarades. J'étais à Rosny-sous-Bois, et c'est vrai que la plupart de mes amis, de mes copains, leurs familles sont partis du 93 parce qu'elles se sentaient inquiètes. Alors, pas forcément victimes d'agression, mais par une sorte d'inquiétude qui se répandait. Et puis aussi par le fait que c'était difficile de sortir le soir avec une kippa ou d'aller à la synagogue le vendredi avec le risque de se faire cracher dessus, menacer, etc. On a le même problème aussi dans le 94 où il s'est posé ces choses-là. Et donc oui, il y a une réalité, quoi. Alors que les choses soient claires. Que l'antisémitisme aujourd'hui est très virulent dans certaines banlieues. Ah, il est virulent. Moi, je sais que quand j'ai fini mon mandat de député, j'avais régulièrement dans mes campagnes électorales
député de l'Essonne. De l'Essonne, j'avais régulièrement des campagnes antisémites. Je voyais fleurir des étoiles de David sur mes affiches. J'étais traité d'agent du Mossad, tout ce que vous voulez. Ouais. Alors, je précise une chose, parce que je pense qu'il faut être très c'est pas toutes les cités et c'est pas toutes les populations des cités. Ouais. Hein. Il y avait aussi, en même temps, moi j'avais une suppléante qui était très engagée, franco-algérienne, comme on dit, et j'avais beaucoup d'amis, de camarades qui se battaient contre ça. Il y avait même des tensions très fortes avec ceux qui leur disaient vous collaborez avec les sionistes, et les autres qui leur disaient va te faire voir, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que je pense qu'il y a une bataille d'éducation, une bataille de mobilisation, mais qui renvoie à tout le travail de maillage de terrain qu'il faut faire dans ces quartiers-là et qui malheureusement... La banlieue va mal, là. Comment vous expliquez qu'elle n'est pas présente beaucoup dans le débat des Gilets jaunes? Mais pour une raison simple, c'est qu'on a laissé dans les banlieues s'installer un trafic de stupéfiants gigantesque, de mafia, qui exerce une sorte de... Et qu'on dérangerait si on allait... Voilà, beaucoup de ceux qui organisent ce trafic ne veulent pas qu'on les gêne et qu'on les dérange, donc ils ne veulent pas qu'on dise les banlieues sont allées... voilà, il y a eu au début un petit peu des manifestations, quelques bandes qui sont venues piller et qui se sont abstenues de venir, d'abord parce qu'elles étaient vite repérées, et deuxièmement parce qu'il y a une prise en main, il y a une tenue dans ces quartiers-là. C'est ça qui m'angoisse, c'est qu'on a laissé faire, je dirais, voilà la situation, on s'accommode de cette situation. Comment on fait pour que l'État reprenne la main sur... ou l'autorité publique? D'abord, il y a la question du trafic de stupéfiants. Ouais. moi, je considère... Mais ça, c'est pas du ressort des maires ni des élus locaux. Non, c'est du ressort de l'État. Je veux dire, tant qu'on laissera ce trafic... si vous regardez, si vous me permettez, je vais faire cette allusion. La série Engrenage, et notamment la dernière saison, elle montre une réalité qui est la réalité exacte. Elle montre les masses financières qui sont en mouvement dans ces quartiers-là, les réseaux tels qu'ils sont établis, je veux dire, et c'est un plaidoyer pour en finir avec la prohibition, parce qu'on n'y arrive pas. Parce que quand on regarde et qu'on réfléchit, on se dit, mais comment ils vont faire pour lutter contre de tels trafics tellement installés, et qui irriguent, y compris une économie souterraine maintenant qui est puissante. Voilà. Donc moi, je crois que c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais tant qu'on ne réglera pas cette question-là, alors évidemment, c'est politiquement incorrect ce que je dis, parce que tout le monde dit il faut être dans les quartiers, il faut travailler, mais d'abord, il faut casser ce trafic-là, qui génère, casser le trafic de la voilà, qui génère aujourd'hui une économie parallèle et des puissances, parce que c'est pas simplement des petits individus qui vendent un peu de shit, si vous me permettez cette expression. Alors je disais en introduction qu'il y a un pays qui bouge actuellement, c'est l'Algérie, il y a des manifestations, un pays qui vous est cher. Oui, parce que j'y suis né. Très cher même, puisque vous y êtes né et que vous y avez vécu. Est-ce qu'il faut redouter, à la faveur d'un changement de régime, si ça a lieu, en Algérie, une vague migratoire qui justement complique encore toute la politique que nous menons et que nous conduisons en banlieue? Il ne faut pas la redouter si on est vraiment aux côtés du peuple algérien et qu'on donne que le sentiment que la France aide vraiment l'Algérie à s'en sortir. L'Algérie est un pays riche sur le fond, de ses ressources minières, de son potentiel touristique, avec beaucoup de jeunes, avec une vraie culture. Un Algérien sur deux à moins de 25 ans, je crois. Avec une culture très forte qui est là, qui est présente. Elle a besoin aujourd'hui, elle a une soif de liberté, elle veut en finir avec un régime qui l'a laissé sur place, et ce qui est en train de se passer est gigantesque, parce que les manifestations n'ont jamais été aussi fortes. Mon sentiment, c'est que, là je m'avance un peu, mais j'ai le sentiment que le régime est vraiment à bout de souffle, et qu'il faut une nouvelle génération de responsables, de dirigeants algériens. Mais c'est là où la France peut jouer un rôle très positif. Si elle commence à être frileuse, à être à côté, si elle est en retard, y compris sur le soutien à apporter au peuple algérien, effectivement, les choses peuvent mal tourner. Mais pour l'instant, j'insiste, parce que je vois bien la petite musique qui commence à s'installer, la mobilisation actuelle, elle n'est pas du tout encadrée par les islamistes, ce qu'on appelle les barbus ou des choses comme ça. Vous savez que souvent, malheureusement, dans ces pays où il y a de l'islam virulent, c'est eux qui remportent la mise après. Si on n'est pas tout de suite aux côtés et qu'on n'aide pas le peuple algérien immédiatement à s'émanciper, à construire une nouvelle démocratie, à participer aux élections, à s'impliquer, à avoir un nouveau plan de développement économique, parce que c'est ça la question qui est posée. Mais à l'inverse de beaucoup d'autres pays, l'Algérie, elle a les potentiels pour cela. C'est pas un pays sous-développé, l'Algérie, loin de là. Il y a beaucoup de richesses. Voilà, mais vous ne craignez pas qu'il y ait une migration vers la France de tous ces jeunes Algériens, justement? Pour l'instant, tous les jeunes, d'abord, pour une part, ceux qui voulaient partir sont déjà partis. Et pour l'instant, au contraire, moi je vois même, y compris en France, un certain nombre de jeunes que je connais qui regardent l'Algérie en disant peut-être qu'on va même y retourner si ça bouge et qu'enfin ça bouge. Voilà, qu'ils soient associés à l'exercice du pouvoir, y compris les femmes algériennes qui sont, contrairement à ce que j'ai lu, très présentes dans les manifestations en ce moment. On les voit au balcon, elles sont là, elles sont aux côtés. Mais vous savez, c'est des manifestations qui sont très inspirées par ce qui s'est passé en France. Je dirais, c'est un effet gilet jaune. Ce qui se passe en Algérie est très inspiré parce que c'est des manifestations
questions très spontanées, où Internet est très présent, avec des acteurs nouveaux qui apparaissent, qui deviennent des leaders grâce au Facebook Live et des choses comme ça. Et donc c'est un phénomène à étudier de manière intéressante et importante, mais il ne faut pas rater la solidarité avec tout ce mouvement-là. Alors, vous parliez des Gilets jaunes. Comment on sort de cette crise-là ? Ça va être le grand rendez-vous maintenant, on voit bien, parce que là, chacun a l'impression que les choses se tassent, elles ne se tassent pas. Le grand rendez-vous, c'est le 16 mars. Puisque le 16 mars, l'ensemble des Gilets jaunes... C'est la fin du grand débat voilà, national. c'est la fin du grand débat, et l'ensemble des Gilets jaunes se sont donné rendez-vous à Paris pour intervenir au travers de leur plateforme. Il faut écouter le mouvement, quoi. Je veux dire, il y a des questions qui sont posées qui sont des questions sociales, et d'abord sociales et fiscales. Il ne faut pas jouer à la diversion en essayant de trouver des gadgets. C'est sur les questions sociales et fiscales, et surtout sur les questions fiscales au départ, mais maintenant sociales. Mais il faut une réponse politique aussi. Est-ce que c'est un référendum à questions multiples, certains disent? Oui, mais je veux dire, est-ce que c'est une dissolution de l'Assemblée nationale? La solution est d'abord de donner le sentiment qu'on a entendu. Ouais. Je pense que la question de l'ISF est à nouveau posée, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes pour son rétablissement, vous? Je suis plutôt pour son rétablissement, mais je suis surtout pour qu'on fasse enfin une réforme de notre fiscalité. Un grand Big Bang de la fiscalité. Je pense que la question la plus importante, elle est là. Et on voit bien que cette fiscalité est injuste, qu'elle pénalise ceux qui travaillent, alors que ceux qui sont le plus enrichis passent au travers. Donc il y a un problème. Il y a un problème salarial. Il va falloir poser la question de la rémunération salariale. Problème de salaire. Voilà, on ne peut pas continuer avec des gens qui sont à 1800, 1900 euros, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a des problèmes aussi de logement, par exemple, pour beaucoup de ceux qui sont dans les... parce que c'est un mouvement de salariés périphériques, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les périurbains, ceux qui ont été repoussés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de logement décent à portée de leurs mains, quoi. Et donc ces questions-là doivent être posées. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des référendums, mais si pour faire diversion, ça ne servira à rien. Alors le Parti socialiste, dans ce maelstrom, je dirais, comme d'autres partis, a bien du mal à se faire entendre. On voit les élections européennes, on voit les sondages qui sont guère fameux pour votre parti. Pourquoi vous n'avez pas été sélectionné alors que vous étiez candidat pour conduire cette liste? Parce que, bon, disons-le franchement, je pense que l'appareil ne le souhaitait pas. Ceux qui dirigent aujourd'hui le Parti socialiste ne le souhaitaient pas. Notamment. Ils considéraient que j'étais une sorte de figure ancienne, qu'il fallait faire de la rénovation. Voilà. Moi, je pense que la méthode qui a été choisie conduit à une situation pour le moins ubuesque. C'est-à-dire qu'on risque de se trouver dans une crise sociale majeure, avec un pouvoir qui au départ était très affaibli et qui, si on regarde les sondages, risque de sortir vainqueur de ces élections. Pourquoi? Parce que la gauche est atomisée comme jamais. Et le problème, c'est qu'on a passé son temps, ils ont passé leur temps à discuter, à chipoter sur les têtes de liste, sur combien j'en prends, combien d'en... On n'a pas discuté d'ailleurs une seconde sur le fond. Paradoxalement d'ailleurs, si on regarde la gauche sur la question européenne, elle peut très vite s'unir. Contrairement à ce qu'ils disent. Et ça sera le cas ou pas? J'en sais rien, il faudrait essayer. Il faut, jusqu'au bout, il faut essayer, parce que sinon... Benoît Hamon, il travaille. Alors Benoît Hamon, il a essayé. Moi, je n'ai pas écarté du tout son histoire de votation citoyenne. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait travailler. Moi, j'ai appelé ça la primaire des idées. Il l'a prolongé d'ailleurs. J'avais appelé ça la primaire des idées, mais on pourrait très bien se trouver dans la situation suivante. On se met autour d'une table, on écrit une plateforme, et on regarde où sont véritablement les divergences. Et vous allez voir que si on se met à travailler sérieusement, je dirais pas sur des plans fantasmagoriques, etc., parce que là, pour l'instant, ça dit d'élections au Parlement européen. Donc, et quand on regarde les votes au Parlement européen de la gauche, 90% des votes, ils les font ensemble. Donc il y a la possibilité d'arriver à une sorte de plateforme commune et donc de liste commune. Vous parlez encore avec Olivier Faure, le premier secrétaire du PS? Je parle parce que je suis au Bureau national et il existait. J'ai l'impression parfois de causer une langue un peu étrange à son égard. Parce que moi, je crois par exemple que sur l'affaire des Gilets jaunes, la direction du Parti socialiste n'a pas été claire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a hésité, parce qu'elle a mal analysé le mouvement social qui était en cours et qu'elle a été un peu tiraillée entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça ne fait pas une ligne politique. Est-ce que le Parti socialiste peut disparaître? C'est une éternelle question, mais si jamais les européennes se passent mal, est-ce qu'Olivier Faure va être obligé de changer complètement de stratégie, voire de laisser sa place? Je ne suis pas dans des logiques putschistes, parce que je pense que ça ne résout rien. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'éclatement actuel ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc il faudra bien, à un moment donné ou à un autre, qu'il y ait des initiatives politiques qui permettent le dépassement de cet éclatement et la renaissance d'une grande force socialiste, réformiste, social-démocrate moderne. Vous regrettez que Jean-Luc Mélenchon, finalement, se soit radicalisé plutôt que de rassembler la gauche et jouer personnel? Ça, c'est tout le problème de la manière dont Jean-Luc a conduit les choses. Je pense qu'il était en situation de rassemblement au sortir de la présidentielle, mais je pense que son analyse entre le peuple d'un côté et les élites de l'autre, qui n'est pas totalement infondée quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes. Mais en même temps, il fait l'impasse sur cette unité de la gauche qui, quand même, est incontournable. On est avec Julien Drey ce matin et on continue avec Jérémy Pontieux pour poser vos questions, chers internautes.
Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Drey. Bonjour. Alors première question d'Antimac qui nous dit que comptez-vous faire concrètement, même si vous y avez déjà un peu répondu, pour aider le PS à renaître? Ça, c'est pas moi tout seul qui vais le faire. Moi, j'avais proposé justement d'engager la campagne européenne très tôt, et ça nous aurait permis, par exemple, de discuter, y compris dans le mouvement social. Si on avait une tête de liste désignée en novembre, et imaginons que ça avait été moi, je ne serais pas passé à côté du mouvement des Gilets jaunes. J'aurais été discuté, dialogué. Je dis pas que je suis forcément d'accord avec tout, mais quand c'est des salariés qui sont en mouvement, le rôle du Parti socialiste, c'est quand même d'être à leur côté, de dénoncer, par exemple, la répression outrancière, démesurée qui s'est établie, les glissements en termes de liberté publique qui sont graves et qui sont passés ces derniers temps. Vous savez, moi j'appartiens à une génération qui regarde de manière un peu éberluée ce qui est en train de se passer en termes de liberté publique. Il y a 10 ou 15 ans, jamais ces choses-là seraient passées. Toutes les consciences démocratiques se levaient, notamment sur la fameuse loi sur les manifestations. Il manque un mouvement démocratique parce qu'il y a des glissements graves. Sur Twitter, vous aviez écrit « Les Gilets jaunes doivent dire dehors à ces antisémites des temps modernes, sinon ils vont donner des arguments à tous leurs adversaires qui n'attendent que cela. » Comment peuvent-ils les repérer, peut-être concrètement? Comment identifier? Les repérer, mais quand je pense qu'après les incidents, l'agression contre Finkielkraut et tout ce qui s'est passé, on voit bien qu'il y avait une nécessité de clarification. Elle a en partie commencé. Vous voyez, si vous allez par exemple sur le site de La France en colère, vous voyez bien qu'ils ont mis « Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes contre la haine des autres ». Il faut être présent. Peut-être qu'il faut aussi que ceux qui parlent au nom des Gilets jaunes à chaque fois rappellent cela. Ils le font pour certains d'entre eux. Je pense notamment à M. Rodriguez. Bon, après, il y a quelques-uns qui parfois ne rendent pas service au mouvement. Je pense que celui qu'on appelle Flying Blue, je crois, Boule, excusez-moi, je ne suis pas au fait exactement de son titre. Bon, alors c'est contradictoire parce que des fois il dit des choses intelligentes, mais des fois il ne rend pas service au mouvement. Dernièrement, il s'est soi-disant renseigné, ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce que c'était que l'antisionisme. Il dit qu'il a été cherché sur Wikipédia. Il ferait mieux de m'appeler, on pourrait discuter. Toujours sur cette question de la lutte contre l'antisémitisme, une nouvelle loi va être déposée en mai. Flying Rider, excusez-moi. Pardon. Et qui m'excuse de ne pas avoir mémorisé, mais bon, mon âge m'autorise à ça. Une nouvelle loi va être déposée en mai pour lutter contre la haine sur Internet. Et Maxiton n'est pas convaincu. Il nous dit l'enfer est pavé de bonnes intentions et sous prétexte de lutter contre la haine, ce sera encore une loi liberticide. C'est quoi votre regard sur cette loi-là? Il faut faire très attention. Ouais, c'est un projet. Il faut faire très attention sur l'histoire de l'anonymat. Et moi, je pense que effectivement, si on commence à lever l'anonymat sur Internet, ce qui n'est pas à l'heure du jour, semble-t-il. Bon, mais il y a des députés qui veulent ça. Voilà. Oui. Donc bon, il faudra regarder. Je suis pas sûr qu'on va y arriver, mais c'est surtout c'est surtout une responsabilisation de tous les sites et de tous les. C'est sur les sites qu'il faut travailler, sur aussi tous les réseaux, quoi. Je veux dire. Et là, pour l'instant, on laisse faire. Bon, alors Facebook de temps en temps se dédouane en sanctionnant, mais on voit bien qu'il n'y a pas la mobilisation nécessaire. Et la le rappel législation allemande là-dessus, c'est une source d'inspiration? Pas au fait de la législation allemande. En fait, parce qu'elle contre les plateformes, et elle a eu des amendes, alors là, qui sont redoutables, ça peut aller jusqu'à 50 millions d'euros. Oui, mais c'est ce que je vous dis, je pense qu'effectivement, c'est là-dessus que ça se passe. C'est eux qui peuvent être les vigies pour empêcher ça, d'autant que souvent, les choses sont signalées par les internautes eux-mêmes. Hein. Bien sûr. L'Union européenne envisage un report du Brexit jusqu'en 2021, et EI nous dit ça fait 2 ans que ça dure, pourquoi cela changerait-il? La prolongation, pourquoi pas, mais pour aller vers du concret. Vous voyez comment ce report du Brexit? C'est la question de notre Je pense qu'il faudra tirer les leçons pour ceux qui, en France y compris, agitent l'idée d'un Brexit. On voit bien que c'est pas aussi simple que ça. C'est de moins en moins fréquent. Hein. Voilà. Mais il y en a encore quelques-uns. On voit bien que c'est pas aussi simple que ça de sortir de l'Europe. On voit bien le coût que ça représente pour un pays industrialisé moderne de pouvoir sortir de cet ensemble-là. Ça veut dire qu'il faut changer l'Europe, certainement, pas certainement, sûrement, mais que l'idée de ce fameux plan B qui permettrait une sortie de l'Europe, elle a aujourd'hui pris du plomb dans l'aile. Alors après, en Angleterre, me semble-t-il, la question qui va se poser un jour ou l'autre, c'est qu'il faudra bien que le peuple anglais dise quelque chose. Et donc, vous seriez plutôt favorable à un nouveau référendum sur place? Je suis plutôt favorable à ce que le peuple anglais puisse dire s'il veut qu'on continue dans cette logique-là ou non. Parce que visiblement, les choses sont en train de bouger, y compris dans la jeunesse anglaise. C'est ça qui est intéressant. Qui commence à être très frileuse vis-à-vis du Brexit. Oui, qui commence même à penser que c'est une erreur. Voilà, je veux dire, il y a des manifestations importantes où c'est les jeunes qui sont les plus dynamiques. Alors sur Facebook, Franck nous dit quelle est votre position sur les flux migratoires, ce qu'il appelle flux migratoires. Êtes-vous pour les réguler? J'ai toujours été pour les réguler, toujours, non pas toujours, mais depuis maintenant un certain temps, donc depuis le début des années 90, j'ai toujours été pour les réguler sous la forme de quotas, mais sous la forme de quotas qui ne soient pas des quotas économiques, mais qui soient des quotas qui mélangent à la fois la pression économique et la solidarité internationale. Je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est ça. Mais les quotas, on peut aujourd'hui dire qu'il faudrait qu'ils soient européens, mais avec une vraie prise en charge. C'est-à-dire, c'est pas les quotas zéro, c'est pas le strict minimum, c'est un vrai plan de solidarité où on forme des populations qui viennent sur notre territoire et il y a une vraie relation qui s'établit
établi avec tous ces pays, mais qui s'est établi en amont, parce que l'intérêt, c'est aussi de faire savoir aux populations qui voudraient immigrer qu'il y a des filières, qu'il faut les respecter par travers ces quotas, et quand on ne les respecte pas, alors là, la législation peut être sévère. Voilà. Une fréquentation touristique enregistrée record en Ile-de-France en 2018, et Phil, lui, nous dit « Je n'y crois pas à ces chiffres, j'ai l'impression qu'ils sont faussés pour nous donner de bonnes nouvelles ». Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, je pense que c'est vrai, parce que je pense que Paris reste toujours la ville lumière, la ville monde, et qu'il y a un attrait pour la capitale qui est fort. Bon, il y a eu en plus beaucoup de changements qui ont été opérés, notamment en termes d'hôtellerie, parce qu'on avait des capacités qui étaient réduites, en termes d'animation. Il y a encore des tas de choses qu'il faut faire pour rendre encore Paris plus attractif. Je pense notamment que la vie nocturne à Paris n'est pas à la hauteur de ce que devrait être une grande capitale mondiale comme elle est aujourd'hui. D'accord. Dernière question, c'est Jim qui nous dit tout simplement, est-ce que vous êtes pour une police à Paris souhaitée par Anne Hidalgo? Je ne suis pas convaincu par ça. Bon, mais c'est la maire de Paris, elle est plus compétente que moi, il faut qu'elle s'explique, il faudra qu'il y ait un débat. Pendant longtemps, on a expliqué que l'affaire de la police, c'était la prérogative de l'État. C'est ce que j'expliquais moi à la région quand je m'occupais en matière de sécurité. Que nous, on faisait les infrastructures, qu'on donnait le matériel, mais que, voilà. Et c'est des charges lourdes, par ailleurs. Et je pense qu'il y a des priorités aussi importantes à Paris en termes de vie de nos concitoyens. Je pense notamment qu'en matière de propreté, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que c'est une ville grande, c'est une ville où il y a beaucoup de mouvements. Je ne sais pas, je ne suis pas encore plongé dans le débat parisien. Ça m'intéresse de connaître les arguments qui justifient l'existence d'une police municipale. Merci Julien Drey d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes aussi via Jérémy Pontieux. Et puis à demain, si vous le voulez bien.